À Saint-Priest, l'enquête, elle se poursuit après la découverte mardi soir d'un corps démembré dans une canalisation d'un immeuble. La victime a été identifiée aujourd'hui. Il s'agit d'un jeune homme, Mohamed, âgé de 17 ans. Kikou! Bienvenue à tous, ici Gia. Aujourd'hui, on va retourner à Lyon pour une histoire récente dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler. On va parler d'une histoire avec un adolescent qu'on a retrouvé dans une canalisation de toilettes à Saint-Priest. Du coup, je vous ai fait un récapitulatif dans l'ordre chronologique afin qu'on puisse vraiment comprendre ce qui s'est passé dans le cas de Mohamed. Bien sûr, cette vidéo est très triste, donc encore une fois, accrochez-vous parce que vous avez déjà une partie des détails et vous savez ce qui va se passer, donc voilà. Bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner et à liker la vidéo afin de m'aider à faire grandir la chaîne. Et maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous ensemble sur l'histoire de Mohamed Yayaoui. Mais d'abord, un petit mot pour la famille de Mohamed. Si quelqu'un de sa famille tombe dessus, j'espère que j'aurai fait du bon travail et que l'histoire a été racontée vraiment correctement et que les détails sont les bons. J'ai fait avec tous les détails que j'ai trouvé possibles. Cette histoire m'a particulièrement choquée, donc j'espère que j'ai raconté son histoire correctement parce que je voulais lui rendre hommage. En tout cas, si quelqu'un de sa famille, que ce soit proche ou éloigné, que ce soit son père, sa mère, sa sœur ou quelqu'un d'autre de sa famille, ou alors encore un ami, quelqu'un qui l'aurait connu et aimé, à tous, je vous présente mes sincères condoléances. L'histoire de Mohamed m'a vraiment touchée. On va donc commencer cette histoire en parlant de Mohamed. Mohamed s'appelle donc Mohamed Yayaoui et il vit à Lyon 3e, qui est un quartier plutôt sympa de Lyon parce qu'il y a La Part-Dieu dedans. Je vous en parlais la dernière fois, c'est un super centre commercial. C'est pas la zone du tout, c'est plutôt un centre-ville qui bouge. Mohamed, selon mes calculs, est né à peu près en 2006 puisqu'il allait sur ses 17 ans. C'est un jeune homme qui est connu pour être extrêmement souriant, serviable, qui croquait la vie à pleines dents et vraiment qu'il la vivait à fond, et ça se voit dans tout ce qu'on dit de lui parce que tout ce que j'ai trouvé ça a été que des compliments, que ce soit sa famille qui disait que c'était un garçon adorable, vraiment bien éduqué, qui était obéissant. Ils sont vraiment fiers de lui, c'est un jeune homme apparemment remarquable. Il était investi dans son futur, c'est-à-dire qu'il avait des projets. Il avait pour projet d'aller faire un stage en Espagne et de passer son BAFA. À côté de ça, il a été décrit par une voisine comme quelqu'un d'extrêmement souriant et serviable. C'était, comme elle le dit, le genre de jeune homme qui venait les aider extrêmement régulièrement, elle et beaucoup d'autres personnes dans l'immeuble, car apparemment leur ascenseur tombe souvent en panne et Mohamed était toujours le premier pour venir les aider à porter les courses, même si c'était au 5e étage, même plus haut s'il fallait, pour les aider à emmener les gamins jusqu'au 5e étage si besoin, parce que 5 étages pour un enfant ça peut être fatigant. Bref, Mohamed était toujours là pour aider toutes les personnes qu'il rencontrait. Pareil avec la MJC de son quartier, donc la maison pour tous de Ranzy. Apparemment, de ce que j'en ai vu, que ce soit le directeur ou encore un animateur qui parlait de Mohamed, il le connaissait depuis extrêmement longtemps. Mohamed était là pour donner un coup de main en cas de besoin, quand il y avait des soirées et que par exemple il manquait de personnel, il était le premier à venir donner un coup de main. Il passait extrêmement régulièrement à la MJC. Apparemment, il était connu pour être quelqu'un d'extrêmement protecteur avec les enfants, il les faisait rigoler. Voilà, enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement souriant, comme je vous le dis, et son rire avait l'air d'être communicatif. Et tous les témoignages qu'on a eus, c'était à peu près les mêmes, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement serviable, prévenant, motivé. C'était quelqu'un qui était bougeon, qui était souriant. Sa directrice de MJC dira que c'était quelqu'un qui aimait être en avant, c'est-à-dire qu'il était souvent là pour un peu animer, donner de l'ambiance en fait là où il était. Et c'est comme ça que Mohamed a été décrit de partout. On est donc très récemment en janvier 2023 et ce qu'on sait de Mohamed, c'est qu'il vivait à Lyon 3e, donc avec son père, sa mère et sa petite sœur. Son père, de ce que j'en ai trouvé, est agent de sécurité et sa maman est fonctionnaire. Et ces derniers temps,
Mohamed effectuait un stage à Korba qui se situe pas très loin de là où il habite. Il y a que quelques kilomètres en réalité, donc soit entre 20 et 30 minutes de trajet, donc vraiment pas très loin. Qu'il prenne les TCL, donc le service de bus de la ville de Lyon, ou qu'il y aille en scooter parce qu'il a l'âge d'avoir un scooter et peut-être même une voiture sans permis, ça reste pas loin et accessible pour lui. Il était très investi dans son stage, comme dans tout ce qu'il faisait apparemment. Comme je vous le dis, par exemple, il était tellement investi dans la MJC, dans le fait de donner des coups de main, d'être là pour animer, donner de l'ambiance, être avec les gamins, qu'il avait carrément prévu de passer son BAFA. Il était extrêmement investi. Il avait des projets dans l'avenir. Il avait prévu d'aller, comme je vous le dis, en Espagne. Il avait des projets et c'était quelqu'un qui allait au bout de ses projets et son stage lui tenait apparemment énormément à cœur. On va passer maintenant à la disparition de Mohamed. Nous sommes donc le vendredi 13 janvier 2023. Mohamed, ce matin-là, devait aller à son stage comme tous les jours qui ont précédé. Il y allait toute la semaine et c'était le dernier jour avant le week-end. Mohamed, ce matin-là, part donc de chez lui à Lyon 3e pour aller en direction de Korba effectuer son stage. Mais malheureusement, dans la matinée, ses parents vont être prévenus qu'il ne s'est jamais présenté à son stage ce vendredi. Donc là, ils vont commencer un peu à s'inquiéter. C'est pas normal. Mohamed est quelqu'un d'extrêmement sérieux, comme je vous l'ai dit. Il n'y a rien à redire sur son comportement. Il n'a jamais désobéi à ses parents. C'est un garçon droit. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas présenté à son stage. Donc ses parents vont attendre un peu parce qu'après tout, s'il a emprunté par exemple le réseau de TCL, ça arrive souvent, si vous êtes lyonnais vous le savez, que les TCL aient des problèmes. Donc éventuellement on peut se dire que Mohamed a pu avoir un problème avec son transport. Pareil, s'il a un scooter ou une voiture sans permis, une panne ça arrive, donc on peut se dire qu'éventuellement il a eu un problème. Ses parents attendent un peu, mais la journée avançant, ils vont très vite s'inquiéter. Mohamed est parti sans argent, il est parti avec un téléphone et malheureusement, il n'arrive pas à le joindre sur son téléphone car le téléphone est éteint. Les parents feront leur petite enquête, essayeront de contacter bien sûr toutes les personnes qui peuvent connaître Mohamed et qui pourraient leur dire où pourrait se trouver leur fils, mais personne n'a de réponse. Ils vont donc lancer un appel sur les réseaux sociaux et attendre que quelqu'un leur donne des nouvelles. Malheureusement, ce vendredi soir, Mohamed ne rentrera pas chez lui. On est maintenant le samedi 14 janvier et rebelote. Mohamed ne se présente toujours pas à son domicile ce samedi matin. Donc forcément, sa famille va essayer de trouver où est Mohamed. Pareil, ils vont lancer des appels sur les réseaux sociaux, mais toujours pas de nouvelles de Mohamed. On est maintenant le dimanche 15 janvier et les parents vont décider d'aller signaler la disparition de leur fils car ils commencent réellement à s'inquiéter. L'histoire ne nous dit pas s'ils ont essayé de signaler la disparition avant et qu'on leur a dit qu'il fallait attendre un peu, parce que malheureusement ça arrive, même pour des mineurs, donc c'est possible que la gendarmerie leur ait demandé d'attendre un peu, mais toujours est-il qu'ils vont signaler sa disparition le dimanche 15, et que la gendarmerie, quant à elle, va classer ça comme une fugue. Comme malheureusement trop souvent en France, comme dans d'autres pays, quand un enfant, un adolescent ou un jeune adulte disparaît, on classe souvent ça en fugue en disant que la personne va rentrer, qu'elle a juste voulu partir un peu de chez elle, mais que tout va bien, qu'elle va rentrer. Malheureusement, en classant tout ça en fugue immédiatement, au milieu, il y a quand même des cas qui sont réels, des gens qui sont en danger, et malheureusement, les enquêtes sont pas faites parce qu'on les classe en fugue. Ce que les parents et la police ne savent pas, c'est qu'en réalité, ce dimanche 15 janvier, Mohamed est réellement en danger. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore là à leur âge comment tout ça s'est goupillé, mais en tout cas, Mohamed a fini dans un appartement à Saint-Priest. Et ce dimanche 15, en réalité, il était ligoté dans cet appartement avec un homme qui s'appelle Faris El Othman et qui a 28 ans. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce dimanche, des cris seront entendus dans un appartement de l'immeuble pendant la journée et que la voisine qui se situe en dessous de l'appartement en question a entendu beaucoup de bruit inhabituel ce jour-là. À partir de ce dimanche, elle commencera à remarquer un problème de canalisation, c'est-à-dire que ses toilettes ne fonctionnent plus, elle ne peut plus tirer la chasse. Nous sommes maintenant le lundi 16 janvier. La disparition de Mohamed n'est toujours pas forcément étudiée puisqu'elle est considérée comme une fugue.
De leur côté, les parents sont toujours bien sûr en panique, la famille continue à le rechercher, des appels au secours sont lancés sur les réseaux sociaux, on essaye vraiment de faire connaître la disparition de Mohamed, histoire de pouvoir glaner des infos et voir si quelqu'un ne l'aurait pas aperçu sur Lyon ou ses environs, mais malheureusement on ne le retrouve pas. Je suppose que comme beaucoup de parents en cas de disparition, les pauvres parents ont dû appeler tous les hôpitaux de Lyon, ils ont dû s'inquiéter comme pas permis et imaginer le pire, peut-être même appeler toutes les morgues de Lyon, et malheureusement pour eux ne pas avoir de nouvelles, ça a vraiment dû être compliqué. En parallèle, dans l'immeuble où a été séquestré Mohamed pendant 2 jours, les voisins vont commencer à remarquer une odeur nauséabonde et désagréable qui se déploie dans les parties communes. Voilà, ça fait 15 jours, on sait pas trop ce que c'est, mais les gens commencent à se poser des questions. La voisine d'en dessous, qui elle a toujours des problèmes avec son toilette bouchée, se pose réellement des questions et commence à en parler un peu autour d'elle, à signaler qu'elle trouve qu'il se passe des trucs bizarres dans l'immeuble. On est donc le mardi 17 janvier, quand la voisine décide d'appeler l'agence qui s'occupe de l'immeuble dans lequel il réside. C'est-à-dire qu'en fait, cet immeuble est géré par Aliad, qui est un bailleur social, comme par exemple l'OPAC. Et ce bailleur, donc Aliad, va envoyer un technicien, un plombier, pour pouvoir intervenir sur les toilettes de la voisine qui a un problème avec ses canalisations. La résidente habite dans un appartement au rez-de-chaussée, au 6 rue de l'Industrie. Le plombier va se déplacer en urgence, mais vu qu'il y a beaucoup d'interventions, le plombier va arriver tard dans la soirée. L'agent va donc arriver dans l'appartement de la dame et constatera effectivement que tout est bouché. Il va donc commencer à trifouiller un peu tout ça, et dans un des tuyaux, il va retrouver des restes humains. Donc là, il va prendre une scie, et il va découper la canalisation qui est reliée à ce fameux tuyau, et quand il va l'ouvrir, il va commencer par sortir des vêtements, et ensuite des morceaux de corps. A priori, des infos que j'ai réussi à trouver, on a réussi à retrouver 2 mains, 2 orteils. Dans certains articles, on parle d'un cœur, et dans certains articles aussi, on parle d'un morceau de la cheville. Donc après cette macabre découverte, le plombier et la dame vont appeler la gendarmerie qui interviendra à 23h40. La gendarmerie, en arrivant, bien entendu, va appeler la police scientifique immédiatement. Pour eux, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un homicide volontaire et ils vont donc commencer leur enquête. Ils vont commencer par fouiller un peu les alentours de l'immeuble et dans une poubelle qui se situe devant l'immeuble, ils vont retrouver une scie électrique avec encore des lambeaux de chair accrochés sur la lame. Après ça, bien sûr, ils vont faire une enquête de voisinage pour savoir un peu si quelqu'un a une idée de ce qui aurait pu se passer. Et ils vont interroger la dame dans laquelle il y a eu le problème de canalisation. La dame leur expliquera donc que dimanche, dans la journée, elle avait entendu des cris dans l'appartement qui se situe en dessus d'elle. Et que dimanche aussi, elle a entendu des bruits extrêmement bizarres. Et a priori, elle aurait même entendu la scie électrique. Quand on sait ce qui s'est passé, franchement, la pauvre dame, elle doit être traumatisée là, à l'heure actuelle. Et quand on va l'interroger un peu sur qui vit dans cet appartement, elle expliquera que c'est une famille, donc la famille El Othman, qui se compose d'un père, de la mère et d'un fils qui a 28 ans et qui s'appelle Faris, mais qui a déménagé dans un autre appartement, toujours à Saint-Priest, depuis peu de temps. Par contre, Faris est connu dans le secteur car il pose des problèmes, il dérange les voisins, il est tout le temps en train de squatter la cage d'escalier et apparemment il est malaisant. Comme le diront ses voisins, c'est quelqu'un qui est connu pour être instable. Les parents de Faris, ce week-end-là, étaient absents, ils n'étaient pas à leur domicile. Et ça, la voisine pourra le confirmer aussi. Donc une fois que les policiers vont avoir toutes ces infos, bien entendu qu'ils vont aller dans l'appartement qui se situe juste au-dessus de l'appartement de la dame qui leur donne toutes ces infos. Et en rentrant dans l'appart, ils vont retrouver malheureusement d'autres parties d'un corps. Il y a malheureusement des parties du corps qui ne seront pas retrouvées, comme la tête, qui selon ce que j'ai trouvé, aurait été découpée et jetée dans les toilettes et on n'aurait pas retrouvé cette partie. Donc là, la police scientifique se met à faire son travail, ils essayent de relever des preuves, ils essayent de relever des indices, ils relèvent de l'ADN afin de pouvoir
tester l'ADN et d'éventuellement retrouver la personne à qui il appartient et donc la victime pour pouvoir lui donner un nom et prévenir sa famille. Et tout ça va être très minutieux, ça va leur prendre énormément de temps puisqu'ils sont arrivés à 23h40 le mardi, mais ils ne repartiront que le lendemain, très tard dans la journée. Je fais un rajout parce qu'il y a une info que j'ai pas donnée, mais ceux qui ont étudié la scène de crime, c'est la police scientifique d'Écully qui est extrêmement réputée. Ils sont très doués et donc c'est eux qui sont intervenus sur la scène de crime de l'appartement de Saint-Priest. On est donc le mercredi 18 janvier et grâce à toutes les infos que les gendarmes ont réussi à réunir, ils ont réussi à trouver le nom et l'identité de la personne qui aurait commis cet acte abominable. Cette personne, vous l'aurez compris, c'est donc Faris Othman. Ils vont donc réussir à l'arrêter et l'emmèneront en garde à vue pour 48 heures. En parallèle, comme je vous l'ai dit, la recherche de preuves par l'équipe scientifique s'arrête à 15h30 ce mercredi. Ils auront passé donc plus de 16 heures dans l'appartement à chercher des preuves pour savoir ce qui s'était passé, pour comprendre un peu toute cette histoire. Bien sûr, les tests ADN à ce moment-là sont déjà lancés et malheureusement, les policiers ont qu'une petite idée de qui pourrait avoir été retrouvé, étant donné qu'ils ont déjà eu vent de la disparition d'un jeune homme de 17 ans. On pense bien qu'au fond d'eux, ils espéraient que ce ne soit pas ça, mais malheureusement, ils ont vu juste. On va maintenant un peu se pencher sur Faris El Othman pour voir un peu de qui on parle. Ce jeune homme a 28 ans et comme je vous l'ai dit, il est connu pour être troublé et un peu malaisant. Il fait un peu peur dans son voisinage apparemment. Ses parents, eux, ne sont pas connus pour poser problème, absolument pas. Les voisins leur disent bonjour, ça a l'air d'être des gens très gentils et très cordiaux. Mais leur fils, lui par contre, est très mal réputé dans le quartier. En effet, il a développé depuis quelques années une schizophrénie et apparemment, c'est pas toutes les schizophrénies qui se gèrent de la même façon. Mais Faris, lui, sans son traitement, a des comportements vraiment dérangeants. Apparemment, il aurait un traitement, donc pour sa schizophrénie, qui arriverait à le stabiliser et il aurait même apparemment une vie tout à fait normale. On ne sait absolument pas comment Faris et Mohamed ont pu se croiser. J'ai une petite théorie là-dessus, donc je vais vous l'exposer maintenant. En fait, si on regarde bien, le meurtre a été commis 6 rue de l'Industrie à Saint-Priest. Et si on regarde sur la carte, Corba et Saint-Priest, c'est à côté en fait. Donc s'il part de Lyon 3e, via son trajet, il y a moyen qu'il soit passé près de Saint-Priest pour atterrir à Corba, surtout qu'on ne sait pas exactement où il travaillait à Corba. Mais le 6 rue de l'Industrie, comme vous le voyez sur la carte, c'est très proche de la limite de Corba. Donc est-ce qu'ils n'ont pas pu se croiser pendant le trajet et que Faris aurait demandé un service à Mohamed, par exemple, je sais pas, moi, porter des courses, et vu que Mohamed était quelqu'un de très serviable et jovial, gentil, avenant, prévenant, peut-être qu'il aurait dit oui sans se méfier réellement, et que malheureusement, une fois arrivé à Saint-Priest, à l'appart de Faris, voilà, il lui aurait fait du mal. En réalité, on sait pas comment ils ont fait pour se croiser. Moi, je me dis que c'est une possibilité, un coup de Trafalgar, une manipulation parce que Mohamed était un petit gars gentil et que Faris l'aurait manipulé en lui demandant un service que Mohamed aurait pas refusé. Je vois que ça comme option, je comprends pas comment ils ont pu se croiser. Encore une fois, Mohamed était droit comme un i, il avait vraiment prévu d'aller à son stage comme tous les jours, il n'y a aucune raison qu'il ait fini dans un appartement à Saint-Priest, mais toujours est-il que ça s'est passé. Faris n'a aucune mention d'une condamnation sur son casier, mais par contre il est connu des services de police. Donc, pour résumer, en gros, Mohamed, vendredi, aurait croisé la route de Faris, qui l'aurait par on ne sait quel moyen amené jusqu'à son appartement. Mohamed se serait retrouvé ligoté pendant 2 jours, puisque le dimanche, donc 2 jours après sa disparition, des cris ont été entendus dans l'appartement, et donc on suppose que c'est ceux de Mohamed. Après ça, des bruits de scie ont été entendus, donc on peut supposer aussi que c'est le dimanche que Mohamed a donc perdu la vie, car s'il y a eu des couples dimanche, c'est bien que malheureusement à ce moment-là, le jeune homme était déjà décédé. Du moins, c'est ce que je suppose parce qu'on n'a pas encore d'informations là-dessus, mais c'est sincèrement ce que j'espère pour lui, parce que là, ça rajouterait encore un degré dans l'horreur.
On est maintenant le jeudi 19 janvier et Faris est toujours en garde à vue. Ce jour-là, les tests ADN vont revenir et effectivement, ça match avec l'ADN de Mohamed Yayaoui. C'est extrêmement triste, mais la gendarmerie va devoir prendre son téléphone et appeler la famille de Mohamed pour leur dire que leur fils n'avait pas fugué et qu'en fait, ils viennent de le retrouver dans une canalisation à Saint-Priest. J'ose même pas imaginer les parents quand ils ont reçu l'appel. Enfin, ça a dû être un choc, mais monstrueux. Je veux dire, ça ne faisait que quelques jours que leur fils avait disparu. Quand ils ont reçu la nouvelle qui disait que c'était bien Mohamed qu'on avait retrouvé, ça faisait que 6 jours qu'il avait disparu. Et en réalité, il était déjà mort depuis 4 jours. En 6 jours, on a encore l'espoir que l'ado puisse rentrer en vie, sain et sauf à la maison. Et malheureusement, pour eux, ça n'a pas été le cas du tout. Et ils vont recevoir cette terrible nouvelle. Le vendredi 20 janvier, donc une semaine jour pour jour après la disparition de Mohamed, Faris, après avoir été mis en examen pour meurtre, sera déféré devant le tribunal de Lyon, qui le placera en mandat de dépôt pour homicide volontaire. La piste suivie par les gendarmes est la piste d'un homicide gratuit. Entre guillemets, ils n'ont pas trouvé de raison pour lesquelles Faris aurait pu vouloir tuer Mohamed. Il y en a pas en fait, ils se connaissaient pas, donc il n'y a pas de raison, donc ça s'appelle un meurtre gratuit. Faris, pendant sa garde à vue, niera tout en bloc. Il niera les faits, donc c'est-à-dire il niera la séquestration, il niera le meurtre de Mohamed, il niera le fait d'avoir découpé son corps et de l'avoir ensuite jeté dans les toilettes. Il dira ne pas le connaître et ne jamais l'avoir vu. Et il dira aussi ne pas comprendre comment Mohamed a pu être retrouvé partiellement dans l'appartement de ses parents. Selon les enquêteurs, ils diront, je cite, « Le prévenu a fait des déclarations alambiquées. Il est très perturbé et difficile à comprendre. » Donc à l'heure H, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est que l'homicide volontaire a quand même été retenu. Le tribunal de Lyon a quand même pris en compte les soucis psychiatriques de Faris et il a demandé une étude psychiatrique pour voir s'il est apte à être jugé, s'il a conscience de ce qui s'est passé, etc., etc. Mais quoi que dise Faris, franchement, il y a peu de doute sur le fait que ce ne soit pas lui. On a retrouvé une scie en bas de l'immeuble, on a retrouvé une partie du corps de Mohamed dans l'appartement de ses parents. Du bruit et des cris ont été entendus de son appartement par la voisine du dessous. Il a bouché la canalisation. Enfin, je veux dire, je sais pas ce qu'il leur manquerait comme preuve en plus, mais pour moi, mis à part si quelqu'un s'est servi de l'appartement de Faris pour commettre un meurtre et essayer de lui faire porter le chapeau, je vois pas comment ça a pu se passer. En même temps, ça voudrait dire que cette personne aurait eu les clés. Enfin, ce serait complètement tordu comme histoire. Non. Vraiment, je pense que la justice nous dira par la suite ce qui s'est passé dans cette histoire, mais malheureusement, il y a de grandes chances que ce soit Faris qui ait bel et bien tué Mohamed. En tout cas, cette histoire a fait beaucoup de bruit et a choqué beaucoup de gens. Des voisins de l'immeuble du 6 rue de l'Industrie, donc à Saint-Priest, où a été retrouvé Mohamed, diront qu'ils sont complètement choqués, que c'est un endroit plutôt calme d'habitude et qu'ils ne comprennent pas comment ça a pu arriver à côté de chez eux. L'histoire va bien sûr faire le tour de la France et certaines personnes sur les réseaux sociaux vont déjà donner un petit surnom à Faris en disant de lui qu'il est le Dahmer français, en comparaison à Jeffrey Dahmer, qui lui aussi a commis des meurtres très violents. Bien sûr, un soutien psychologique sera mis en place pour la famille Yayaoui. Le père, la mère et la sœur doivent être complètement dévastés et c'est pas les seuls. On a vu aussi une interview de son oncle que je vais vous passer maintenant. C'est quelqu'un de très sympa, Mohamed. Je sais que tout le monde aime sa famille, tout le monde dit des trucs bien sur sa famille, mais lui, il sortait pas. C'est pas comme on n'habitait pas dans une cité, il peut pas sortir comme il veut. Que ce soit les vacances, soit les week-ends, il demande l'autorisation à sa mère. Sa mère, elle est derrière lui et tout. Il répond au téléphone, jamais il a fugué, jamais il a fait un truc comme ça. Là, il y a pas longtemps, il était avec moi il y a une semaine, il était content, il va faire un stage en Espagne. Donc il avance bien dans ses projets professionnels. On comprend pas ce qui s'est passé, on est comme des fous, on sait pas. Et d'ailleurs, ses amis de la MJC, donc de la Maison pour tous de Ranzy, vont lui organiser une marche blanche en son honneur
pour que on ne l'oublie pas, pour que tout le monde sache ce qui s'est passé et pour montrer leur soutien à la famille de Mohamed. Donc oui, c'est des ados qui vont organiser la marche blanche et je trouve ça extrêmement mignon. Ils vont partir de la place de Bir Hakeim de Lyon 3e et ils vont aller jusqu'à la MJC de Ranzy où Mohamed a aimé passer beaucoup de temps et où il prévoyait éventuellement de passer son BAFA pour encore plus s'investir dans la maison de quartier qu'il a vu grandir et dans lequel il a passé tellement de bons moments. L'hommage sera extrêmement émouvant. Il y avait environ 400 personnes pendant cette marche blanche et à 15h, ils vont applaudir au lieu de faire une minute de silence car comme le dira la directrice de la MJC de Ranzy, c'était un garçon jovial qui aimait bouger, qui aimait animer et la minute de silence ça ne lui correspond pas donc ils ont préféré applaudir en la mémoire de Mohamed. J'ai bien sûr une pensée pour Mohamed qui avait l'air d'être un jeune homme extrêmement vivant et qui est parti très tôt, trop tôt, d'une façon horrible et incompréhensible, abominable. Je sais même pas quel adjectif utiliser tellement cette histoire m'a choquée. Honnêtement, jamais j'aurais pu penser entendre un truc pareil et encore moins dans ma ville. Enfin, je suis à Lyon aussi et honnêtement cette histoire, elle m'a, je vous jure sérieusement, voilà. Donc j'ai une énorme pensée pour Mohamed et bien sûr pour sa famille, pour sa petite sœur qui doit être dévastée. Je veux dire, c'est elle aussi une adolescente, comme vous avez pu le voir sur les photos. Non, vraiment, je pense à son père, je pense à sa mère, à toute sa famille. Mais pauvre famille, quoi, pauvre gamin. Mon Dieu, cette histoire. C'est encore une histoire de trop, encore une histoire horrible et franchement, les détails sont vraiment abominables. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop choqués. J'ai creusé au maximum pour savoir ce qui s'était passé et essayer de vous faire vraiment un récapitulatif chronologique pour qu'on sache à peu près ce qui s'était passé, dans quel sens. Voilà, j'ai essayé de vous glaner un maximum d'infos. Avant de finir cette vidéo, je voudrais représenter toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont pu connaître et aimer Mohamed. Et c'est malheureusement et tristement comme ça que se termine l'histoire de Mohamed Yayaoui, qui n'avait même pas encore atteint ses 17 ans. Alors pour le mot de la fin, que vous dire d'autre mis à part que je suis choquée, honnêtement. Enfin purée, c'est quoi cette histoire de dingue encore. Je sais bien que le mec avait un problème psychiatrique, hein, il était schizophrène, donc quand on est schizophrène, on se rend pas toujours compte de ce qu'on fait, peut-être. Mais là, l'acte a été extrêmement violent, il a été qualifié d'acte de barbarie, et je trouve que ça colle vraiment parce que ce qu'on a fait à ce pauvre jeune homme, c'est abominable. J'imagine même pas la terreur qu'il a dû ressentir de vendredi à dimanche, parce qu'a priori dimanche, il était encore vivant. Je trouve ça vraiment dommage que ça ait été traité comme une fugue par les gendarmes, comme trop souvent, mais dans tous les cas, on ne sait pas si on aurait pu retrouver Mohamed à temps. Puisque son téléphone était éteint, c'est certainement Faris qui l'a éteint d'ailleurs, et que du coup il n'était pas géolocalisable, on pouvait rien faire pour le retrouver. Donc on aurait peut-être pu se servir des caméras de Lyon, par exemple, mais est-ce qu'on aurait réussi à le retrouver? J'en sais rien. Mais toujours est-il que traiter toutes les disparitions comme des fugues, ça prouve que c'est vraiment dangereux parce qu'il y a des fois, c'est pas des fugueurs, c'est pas parce qu'ils sont adolescents qu'ils ont fugué. Mohamed était un petit jeune homme super responsable qui avait des projets, qui devait partir en Espagne, qui devait passer son BAFA. C'était un mec droit comme un i, il y avait aucune raison qu'il fugue et il a été classé en fugue et je trouve ça réellement dommage. Après, on peut comprendre les gendarmes, il y a tellement de fugues que à force, ils doivent tout classer en fugue. Et on va dire aussi que c'est comme ça, c'est les mentalités actuelles et j'espère réellement qu'elles vont évoluer à force que les chaînes qui parlent d'affaires criminelles existent, que ce soit chez nous ou ailleurs, les lois évolueront peut-être. Parce que dans beaucoup de pays, comme vous le savez, un fugueur, on le recherche pas. Des fois, on dit aux parents d'attendre 48 heures avant que les gendarmes puissent commencer des recherches et on parle de mineurs. Là, Mohamed était mineur, il avait toute la vie devant lui, quoi. J'espère que Faris va être mis en prison ou au moins qu'il va être gardé en institut psychiatrique parce que là, je suis désolée, mais c'est quelqu'un de violent qui a fait quelque chose d'extrêmement grave. On peut pas le laisser retourner en société, c'est pas possible. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire, à me donner votre opinion sur cette affaire. Et en attendant la vidéo de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.